Kinshasa, des centaines de jeunes sont présentés devant les juges. Alors tous sont présentés comme étant des Kuluna, ces bandes de jeunes qui sèment la terreur dans certaines communes de la capitale. Ils sont réputés pour des vols avec violence, souvent armés de machettes. Ceux qui sont condamnés à mort seront... Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix. Ils ressemblent à des cas. Ils sont droits. Voici les produits. Mélange de produits pharmaceutiques. Les bandits urbains passent aux aveux sur les infractions reconnues à leur charge en brandissant leurs pièces de conviction, à savoir les machettes et autres outils. C'est au parquet de Kalamon que ces quelques Kuluna détenus dans le cachot comparaissent au tribunal de grande instance de ce parquet au cours d'une audience foraine en flagrance. Il y a aussi cet enfant-là. Il est en formation pour l'instant. D'ici à 2013, il va être lancé. Son nom, c'est Champion Issa. Un mauvais gars. Il faut qu'il soit formé pour qu'il apprenne à utiliser la machette. Mais vous lui apprenez à découper les gens? Oui, c'est ça, on lui apprend à découper les gens. S'il faut tuer, il le fait. Issa pense qu'il n'a que ce choix, devenir Kuluna. Papa est mort, maman est morte. Je dors dehors. Je suis seul pour chercher l'argent. Kinshasa, janvier 2025. À l'aube, sur le tarmac brûlant d'un aéroport militaire, des dizaines de jeunes hommes menottés sont poussés sans ménagement dans un avion cargo. Leurs visages hagards reflètent la peur et l'incompréhension. La veille, le ministre de la Justice congolais a annoncé le transfert de plus de 170 détenus vers la prison d'Anjanga, en pleine jungle équatoriale. Officiellement, 102 d'entre eux auraient déjà été exécutés, pendus haut et court, accusés d'être des bandits urbains, ces fameux Kuluna qui terrorisent les villes du Congo. Désormais, 70 autres attendraient leur tour dans les morts. Dites vos prières, vous allez être exécutés. Demandez pardon à ceux que vous avez violés, blessés. Sachez que vous ne reviendrez plus ici. Les gens en ont marre de vous, lance froidement le ministre Constant Mutamba aux condamnés, avant leur départ pour Anjenga. Ces paroles claquent dans le silence du matin, terrifiantes. Pour la première fois en plus de 20 ans, la République démocratique du Congo s'apprête à appliquer la peine de mort dans l'espoir de dissuader ces criminels et de terroriser les terroristes. En mars 2024, face à l'explosion de la criminalité, le gouvernement avait levé le moratoire qui empêchait les exécutions depuis 2003. Désormais, la sentence suprême tombe comme un couperet lors de procès expéditifs. 127 jeunes ont été condamnés à la prison en ce début 2025. La décision choque les défenseurs des droits humains, qui dénoncent un retour en arrière dans le respect du droit à la vie. Même le président Tshisekedi finit par s'en mêler. Le 18 janvier 2025, il affirme publiquement qu'aucune exécution de Kuluna n'a eu lieu à ce jour, contredisant les fanfaronnades de son propre ministre. Des enfants des rues, est-ce vraiment la solution? Sur les réseaux sociaux congolais, le débat fait rage. Les Kuluna ont commis des crimes atroces, mais les tuer est-il la solution? En ôtant leur vie, en quoi sommes-nous différents d'eux? Interroge un internaute. A l'inverse, des familles de victimes crient vengeance. Mon petit frère est à l'hôpital. Cette nuit, des Kuluna lui ont coupé les doigts avec une sauvagerie inimaginable, témoigne une jeune femme en appelant les autorités à agir sans pitié. Comment en est-on arrivé là? Comment l'État congolais en vient-il à vouloir éliminer par la force des adolescents armés de machettes? Pour comprendre, il faut plonger au cœur d'un phénomène tentaculaire, né dans les bas-fonds de Kinshasa et devenu le cauchemar de tout un peuple. Qui a vraiment créé les Kuluna? Et pourquoi personne n'arrive à les arrêter? L'histoire des Kuluna est celle d'une jeunesse perdue, sacrifiée par la misère, la corruption et la violence, et qui répond à l'injustice par la terreur. C'est une plongée au cœur des nuits sans loi de Kinshasa, où des enfants se transforment en bourreaux. C'est aussi l'histoire d'un État défaillant, qui tantôt ferme les yeux, tantôt sort le gourdin, sans jamais briser le cercle vicieux. À travers ce récit bouleversant, nous allons marcher dans les pas des Kuluna, sentir la moiteur suffocante des ruelles de Kinshasa, croiser le regard apeuré des victimes et celui vide des bourreaux. Il ne s'agit pas de juger ou d'excuser, mais de comprendre,
pour enfin briser le cycle de la violence. Kinshasa, fin des années 1990. Dans la mégapole aux 10 millions d'âmes, le pays s'appelle encore Zaïre, lorsque le régime du vieux maréchal Mobutu s'effondre en 1997, emportant les derniers lambeaux d'autorité publique. Dans les quartiers populaires, une nouvelle faune apparaît, des bandes de jeunes désœuvrés, déracinés par la guerre et la pauvreté, commencent à s'organiser en gangs. Les Kinois les appelaient d'abord les Pomba, terme hérité d'un ancien argot, ou encore les Banamayi, enfants de l'eau, les Hibou, autant de surnoms pour ces voyous nocturnes qui écument la ville depuis des décennies. Mais au fil des ans 2000, un mot s'impose dans le lingala de la rue, Kuluna. Que signifie Kuluna? Étymologiquement, l'origine est floue. Certains y voient une déformation du mot français colonel ou colonne, vestige de l'armée coloniale belge. D'autres le rattachent au verbe lingala colonna, planter, ou même au mot portugais angolais kuluna, groupe, gang. Quoi qu'il en soit, au milieu des années 2000, le terme kuluna désigne désormais les gangs de Kinshasa, succédant aux Pomba d'autrefois. Les Kuluna ont fleuri sur un terreau chaotique. L'économie du Congo est exsangue après des décennies de dictature et de guerre. L'autorité de l'État ne s'étend guère au-delà des beaux quartiers du centre-ville. Le phénomène, d'abord cantonné à la capitale, touche maintenant aussi les petites villes, notera plus tard un rapport. Mais c'est à Kinshasa, tentaculaire métropole de 12 puis 16 millions d'habitants, que les Kuluna prennent véritablement racine. Imaginez Kinshasa au début des années 2000. Une ville meurtrie par la guerre civile, où affluent des vagues de jeunes sans avenir. Ces adolescents viennent souvent des campagnes, chassés par la misère ou les conflits. Ils espèrent trouver une chance en ville, mais ne rencontrent que chômage et débrouille. Très vite, certains sombrent dans la petite criminalité pour survivre. Les premiers gangs se forment dans les banlieues pauvres où la police n'ose plus mettre les pieds. Des banlieues de Kinshasa où la police n'osait pas s'aventurer, les gangs ont progressivement investi les quartiers centraux ainsi que les camps militaires et policiers, décrit une étude sociologique. Même les camps de l'armée et de la police voient émerger des bandes de fils de militaires. Les enfants de la police nationale congolaise sont tous des Kuluna, affirme ce rapport, soulignant la profondeur du mal. Au départ, on parle de gangs de quartier. Ces bandes portent parfois le nom de leur avenue ou de leur commune. Elles s'entraînent ensemble aux arts martiaux ou aux combats de rue, ce qui leur donne un sentiment de force. Le soir, elles tiennent les carrefours, armées de bâtons, de couteaux, de machettes effilées. Le jour, les mêmes jeunes rentrent souvent chez leurs parents, le plus naturellement du monde. Contrairement aux Shege, les vrais enfants des rues qui vivent dehors, les Kuluna rentrent souvent dormir en famille. Beaucoup ont encore un toit, une mère ou une tante pour les nourrir. Parfois même, ils vont à l'école le matin. Cette double vie les rend d'autant plus insaisissables. Le jour, ce sont des gosses ordinaires. La nuit, des prédateurs invisibles se faufilant dans l'ombre des ruelles. Ainsi naît, dans l'indifférence générale, un phénomène social explosif. Au fil des années 2000, les Kuluna passent d'une poignée de bandes locales à un fléau généralisé. À l'exception du quartier huppé de la Gombe, les gangs Kuluna sont présents partout dans la capitale, surtout dans les quartiers pauvres et les bidonvilles comme Lingwala, Barumbu, souligne une étude de 2021. Ils essaiment aussi dans d'autres villes du pays. On en signale à Lubumbashi, à Matadi, à Goma. Partout, le même profil. De jeunes hommes entre 12 et 30 ans, souvent mineurs au moment des faits, organisés en petites troupes sous l'autorité d'un chef de gang. Ils opèrent sur un territoire précis, un marché, un tronçon de route, un bloc d'immeubles, qu'ils défendent contre les gangs rivaux. Entre bandes, c'est la guerre. Les règlements de compte sont sanglants, à la machette ou à la barre de fer. Les différents gangs se livrent parfois à de véritables guerres de territoire, confirme un témoignage. Certains quartiers entiers deviennent alors zones de non-droit. Des communes comme Ngaba, Selembao, Yolo Sud ou Yolo Nord ont même été un temps inaccessibles, surtout la nuit. Kinshasa, la belle Kinshasa aux larges avenues coloniales, découvre qu'une autre ville existe la nuit, une ville où la loi du plus fort règne.
Minuit à Kinshasa. La chaleur colle encore à la peau malgré l'heure tardive. Dans une rue poussiéreuse du quartier de Matete, les lampadaires vacillent, projetant des ombres tremblantes sur les façades délabrées. Un homme marche vite, serrant contre lui la petite sacoche où il garde sa recette du jour. Il sait qu'il ne devrait pas traîner dehors après 20 heures, mais il n'a pas eu le choix. Des embouteillages monstres l'ont retardé. Son cœur bat à tout rompre alors qu'il s'engage dans une venelle plongée dans l'obscurité. Soudain, un cliquetis métallique retentit, le son sinistre d'une machette qu'on traîne sur le bitume. Avant qu'il ne puisse réagir, ils surgissent. 4 silhouettes juvéniles encerclent l'homme. Le chef, pas plus de 20 ans, un bandana rouge autour du front, s'avance d'un pas félin. Il tapote sa contre sa paume. « Kanga Mbongo !»« Donne l'argent !» crache-t-il d'une voix dure. Derrière lui, un autre brandit un coup effilé qui luit dans la pénombre. 2 autres ricanent, visiblement excités par l'odeur de la peur. L'homme terrorisé tente de protester, de jurer qu'il n'a presque rien. Mauvais réflexe. En une fraction de seconde, le chef ulule un ordre et la s'abat. Un cri d'agonie résonne dans la nuit, bref, étouffé. L'homme s'écroule, le bras presque né. Les assaillants s'emparent de la sacoche tombée, fouillent frénétiquement et récupèrent quelques liasses de billets. Puis ils disparaissent, comme ils sont venus, engloutis par l'obscurité, laissant leurs victimes agonisées. Personne n'ose sortir pour l'aider immédiatement. Les rares témoins, terrifiés, attendront que la bande soit loin pour appeler au secours. Cette scène cauchemardesque, c'est le quotidien de Kinshasa depuis près de 2 décennies. À partir de 20 heures, on ne peut plus circuler librement, car on a peur de tomber sur un Kuluna, témoigne un habitant. Dans la mégapole congolaise, le mot Kuluna est synonyme de terreur nocturne. Ces gangs sévissent principalement la nuit, profitant de l'obscurité et des fréquentes coupures de courant pour attaquer les passants et les habitations. Le mode opératoire est toujours le même. Agir en meute, avec une violence extrême, pour dépouiller en un éclair et disparaître avant l'arrivée d'une police, de toute façon rarement présente. Le profil des victimes ? Tout le monde ou presque peut tomber sous le coup d'un Kuluna, du collégien à la grand-mère. Au début, raconte-t-on, ces voyous ciblaient, surtout les plus jeunes, des enfants de 5 à 17 ans sans défense, dont ils rackettèrent le goûter ou le téléphone. Mais aujourd'hui, nul n'est épargné. Même les personnes de 3e âge, les grands-parents et les autorités publiques tombent victimes de leur forfait, note un rapport. Pas de tabou pour ces gangs juvéniles. Ils frappent les femmes, les vieillards, les prêtres, les étudiants. Quiconque a le malheur de se trouver sur leur chemin nocturne. Toutefois, les Kuluna ne s'attaquent pas au hasard. Ils préfèrent choisir des proies rentables. Les Kuluna n'attaquent pas une personne d'apparence misérable. Ils doivent remarquer des signes de richesse, bijoux, poches bien remplies, change de devise en public, sur un individu avant de l'attaquer. En clair, si vous exhibez un smartphone, portez une belle montre ou sortez des billets en pleine rue, vous devenez une cible. L'inégalité criante qui ronge la société congolaise se reflète même dans la sélection des victimes. Ce sont les pauvres qui volent les riches, en quelque sorte, ou du moins ceux qu'ils perçoivent comme plus aisés qu'eux. Il n'est pas rare qu'un Kuluna croise un misérable comme lui et le laisse tranquille, puis attaque l'employé de bureau bien habillé qui passe derrière. La marque de fabrique des Kuluna, c'est leur brutalité sans limite. Ils ne se contentent pas de détrousser, ils mille. La machette est leur arme fétiche. Ils l'utilisent pour terroriser et punir. Ils de préférence les bras de leurs victimes au moyen des machettes dont ils sont armés, ou sinon les tuent en cas de résistance. Ce ne sont pas des menaces dans l'air. Les services des urgences de Kinshasa voient régulièrement arriver des blessés atrocement amochés. Bras nets, doigts séquestrés, visage taillé. Un simple refus d'obtempérer, un cri, un regard de travers peuvent déclencher une pluie de coups de couteau ou de bâton. Parfois, cela va plus loin. Le viol et le meurtre font partie de l'arsenal des Kuluna. Lors de certaines expéditions, notamment quand ils s'introduisent dans des maisons, des femmes sont violées systématiquement pour terroriser la maisonnée. Le viol est utilisé comme une arme, un supplément de cruauté gratuite. Les meurtres, eux, arrivent souvent pour l'exemple. Tuer 1 ou 2 otages pour que les autres obéissent.
ou alors parce que le vol a mal tourné, que la victime a crié, s'est débattue. La machette, quelque part là, sur le marché là, où ils allaient à 10 mètres, la bicyclette de Tielemi. Ils étaient venus pour saccager cette belle maison et si les gens du quartier. On ne comprend pas et on ne comprendra jamais. Bananabiso, Oyo. Et c'est quoi? On ne sait pas par quel droit propriétaire il y a Obiso Ao, Obiso Kuna, Oya Ao, Bakokatsanangambote. Dans l'affaire tragique du centre de santé Révolution à Kisenso, en septembre 2020, un gang de Kuluna a fait irruption de nuit dans cette petite clinique de quartier. Ils ont patientes et infirmières, vandalisé la banque de sang, emporté le peu de médicaments et d'argent qu'ils pouvaient trouver. Un acte d'une barbarie inouïe qui a choqué la population. Quelques semaines plus tard, c'est un réalisateur de télévision, Yann Mambo, qui se fait sauvagement attaquer à coups de tête alors qu'il rentrait chez lui en voiture, en plein centre-ville de Kinshasa. Il en réchappe de justesse, mutilé et traumatisé. Ces faits divers glaçants se multiplient et font la une des journaux locaux. Chaque Kinois a dans son entourage quelqu'un qui a été victime des Kuluna. Un cousin p***dé pour son téléphone, une voisine agressée en rentrant du marché, un commerçant dépouillé et laissé pour mort. Face à cette terreur quotidienne, les habitants oscillent entre colère et résignation. La journée, les conversations tournent souvent autour des dernières attaques de la veille. On se passe les tuyaux sur les zones à éviter, les heures critiques, les descriptions des agresseurs si on les connaît. Ne prends pas telle rue, on dit que les Kuluna y rôdent après 22 heures. Planque ton argent dans tes chaussettes et garde un vieux téléphone à donner. Beaucoup ont développé des stratégies de survie. Ne jamais sortir seul, se déplacer en groupe et en véhicule si possible, payer un taxi-moto plutôt que marcher dans le noir, cacher ses objets de valeur. Certains vont jusqu'à s'armer pour se défendre, couteau de cuisine sous la veste, voire carrément machette ou marteau planqué à domicile. La peur pousse les habitants à la vigilance extrême et parfois à la justice populaire. Il est arrivé qu'un Kuluna isolé se fasse attraper par la foule. Il est alors passé sans pitié, parfois brûlé vif sur place avec un pneu enflammé autour du cou. Cette sinistre pratique du mob justice. Ces limbes publics traduisent la rage impuissante d'une population qui ne sait plus vers qui se tourner. Car en effet, où est la police ? Dans cette jungle urbaine, l'État semble aux abonnés absents. La nuit, quand les Kuluna sortent, les patrouilles se font rares. Les habitants le savent, appeler le commissariat ne sert souvent à rien, personne ne viendra avant le petit matin, quand tout sera fini. Pire, il se chuchote que certains policiers ferment les yeux en échange d'une part du butin. On raconte l'histoire, vraie ou exagérée, d'une patrouille tombant nez à nez avec des Kuluna en train de détrousser des passants. Les policiers auraient partagé une bière avec les voyous, rigolé un bon coup, puis seraient repartis sans intervenir. Lors des opérations nocturnes, les policiers qui surprennent des Kuluna ne les arrêtent pas, mais partagent avec eux les butins. Note un témoignage accablant. Vrai ou pas, ce genre d'histoire se colporte partout, alimentant une profonde défiance envers la police. À Kinshasa, on a autant peur du bandit que du gendarme, et parfois on peine à les différencier. Ainsi, la ville vit dans l'angoisse permanente. Une angoisse qui ronge le tissu social, qui oblige chacun à vivre sur le qui-vive, comme en temps de guerre. Quand la nuit tombe sur Kinlabel, chacun se calfeutre chez soi, cadenas tirés et bougies allumées, puisque l'électricité fait souvent défaut. Au loin, on entend parfois des hurlements, des sifflements de gangs qui s'interpellent. Parfois, au petit matin, un corps gît dans le caniveau. Une victime de plus, anonyme, qu'on évacue rapidement. On ne vit plus, on survit, lâche un père de famille de la commune de Massina, la Voilas. Pour lui et tant d'autres, les Kuluna sont devenus des monstres insaisissables, les croque-mitaines modernes de Kinshasa. Des gamins pourtant, mais des gamins capables du pire. Ces monstres, justement, qui sont-ils ? Lorsqu'on arrête un Kuluna et qu'on le montre à la télévision, la population est souvent stupéfaite, car le visage dévoilé est celui d'un enfant. Un adolescent maigre, presque imberbe, au regard parfois apeuré une fois menotté et entouré de policiers. Difficile d'imaginer que ce gamin de 16 ans a lacéré des innocents la nuit précédente. Et pourtant,
c'est bien la réalité. Les Koulouna sont avant tout des jeunes. Une génération sacrifiée, élevée dans la débrouille et la violence. Pour comprendre comment on devient Koulouna, il faut écouter leur histoire, ou plutôt leurs innombrables histoires individuelles, qui composent le portrait d'une jeunesse en perdition. Au commencement, il y a souvent la misère et la famille brisée. Beaucoup de Koulouna viennent de foyers explosés, de familles incapables de subvenir à leurs besoins. Le Congo est un pays riche en ressources, mais ravagé par les inégalités. Les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, rendant inévitable la révolte des victimes de cette injustice économique, analyse un rapport. Dans les quartiers populaires de Kinshasa, le chômage des jeunes dépasse allègrement les 50%. Que faire de ces journées quand on n'a ni école, ni travail, ni argent? L'ennui et le désespoir deviennent le terreau du crime. Plusieurs Koulouna affirment s'être lancés dans la criminalité pour des raisons économiques. Ils ont été contraints de chercher à gagner leur vie en semant la souffrance, sans quoi ils ne pouvaient survivre. C'est dur à entendre, mais beaucoup de ces jeunes n'avaient simplement pas d'autre moyen de manger à leur faim. Ils volent, parce que sinon, c'est la famine. Certains, à même pas 20 ans, sont déjà pères d'un enfant et se voient comme les providers de leur petite famille. Certains d'entre eux ont des femmes et des enfants à supporter à tout prix. Alors oui, ils arrachent des sacs à main et des téléphones, parce que sinon, leur bébé n'aura pas de lait ce soir. Bien sûr, cette explication n'excuse rien. Mais elle situe le contexte. Le vécu d'un Koulouna, c'est souvent la faim au ventre depuis l'enfance, la débrouille dès 8 ou 10 ans, à traîner dans la rue parce que l'école coûte trop cher ou parce que les parents ne s'en occupent plus. Parfois, c'est pire. C'est l'abandon pur et simple. Kinshasa regorge d'enfants jetés à la rue pour des raisons tragiques. L'une d'elles est particulièrement bouleversante. La croyance en la sorcellerie des enfants. Selon Wikipédia, dans de nombreuses familles, influencées par certaines églises dites de réveil, évangéliques, on accuse des gamins d'être possédés par des esprits malins qui causeraient les malheurs familiaux. Résultat, des centaines d'innocents se font chasser de chez eux, du jour au lendemain, considérés comme maudits. Les églises de réveil sont à la base de la dislocation de plusieurs familles à travers des accusations gratuites de sorcellerie à l'égard des enfants, amenant les parents à se débarrasser d'eux, souligne un rapport congolais. Le célèbre ministère de combat spirituel de Maman Olangi a ainsi jeté des milliers d'enfants dans la rue, où ils ont fini par se transformer en Koulouna pour survivre. Un enfant de 10 ans rejeté par ses parents pour cause de prétendue sorcellerie, où peut-il aller? Il traîne autour du marché, mendie, fouille les poubelles et tombe fatalement sur des aînés qui vont l'accueillir. Ces aînés, ce sont parfois des Koulouna en herbe qui voient en lui un futur soldat. Nous sommes tous des enfants victimes de l'État, dira plus tard un ex-Koulouna repenti, amer. L'État nous a oubliés et nos parents aussi. À cette misère matérielle et affective s'ajoute souvent le fameux bombé dont tout Kinois a entendu parler. Il s'agit d'un mélange artisanal d'essence, de chanvre et de produits chimiques que les gamins inhalent dans des chiffons pour planer. Les Koulouna carburent au bombé, au chanvre et parfois à des pilules plus dures. La drogue désinhibe, donne du courage. À force de fréquenter les criminels, on finit soi-même par devenir criminel. Il s'agit de jeunes qui avaient des parents capables de les prendre en charge, mais qui, en consommant des drogues avec les Koulouna, ont choisi de se mettre hors la loi. Certains Koulouna ne viennent pas d'un milieu misérable. Ils le sont même recherchés par leurs parents qui parfois les font arrêter pour une rééducation carcérale, précise le même rapport. On parle là de mauvais garçons, issus de familles pourtant stables, mais happés par le goût du danger, l'attrait du gang. Pour cela, la violence est presque un jeu, un passe-temps. La criminalité est considérée comme une distraction, un passe-temps et non un métier, dit fort bien le rapport. Ces jeunes-là auraient pu prendre un autre chemin, mais l'adolescence les a fait enfants prodigues. Ils ont claqué la porte de la maison sans raison valable, juste pour l'aventure, pour la mauvaise vie. Enfin, n'oublions pas l'appât du gain facile et du pouvoir. Être Koulouna, c'est mal vu par la société, mais dans certains milieux, c'est valorisé. Le jeune frêle qui n'était personne devient soudain un dur, un caïd. On le craint, on le respecte. Il peut se payer de beaux vêtements en revendant ses butins, offrir à boire aux copains.
séduire les filles impressionnables. C'est grisant quand on vient de la fange. J'étais un moins que rien, maintenant on m'appelle boss, confiait un ancien chef de gang. Cette reconnaissance dans la délinquance, aussi tordue soit-elle, comblera bien des carences affectives. Au fond, un Kuluna est souvent un enfant qui cherchait une famille. Il l'a trouvé dans le gang. Le chef devient un père de substitution, les coéquipiers des frères d'armes. Ils partagent tout. L'adrénaline des coups, la fumette autour d'un feu de poubelle, et même les galères quand l'un d'eux se fait arrêter. Cette solidarité est renforcée par des rituels violents. Pour être accepté dans la bande, le bleu doit faire ses preuves. Aller voler un couteau dans une boutique, regarder quelqu'un, sans forcément le tuer, mais assez pour l'initiation, ou subir un tabassage de la part de ses futurs frères pour tester sa résistance. Une fois intronisé, le nouveau Kuluna prête serment d'allégeance au groupe. Il doit obéir aveuglément au chef, sous peine de châtiment. Le gang a ses codes, des signes de reconnaissance, graffiti, surnoms, parfois même une sorte d'argot propre. Certains arborent des scarifications ou des tatouages pour marquer leur appartenance. C'est une micro-société parallèle, avec ses lois impitoyables. Au sommet, il y a le chef de gang, souvent un jeune homme à peine plus âgé que les autres, mais d'une férocité supérieure. Le chef décide des coups à réaliser, répartit les rôles, guetteur, avant-garde armée, porteur du butin, etc. Et surtout, c'est lui qui gère la relation avec l'extérieur, y compris la relation avec les autorités corrompues ou les partenaires plus puissants. Nous y reviendrons. Le chef garde la plus grosse part du butin, mais il doit aussi subvenir en partie aux besoins de son équipe, payer la drogue, soigner les blessés, soudoyer des policiers. Pour rester chef, il lui faut être craint et respecté. Beaucoup de leaders Kuluna n'hésitent pas à tuer eux-mêmes pour asseoir leur autorité. Certains se dotent de gardes du corps de confiance et gèrent même une véritable trésorerie collective, alimentée par les rapines, pour acheter des complices ou libérer un membre emprisonné. On est loin de la simple bande de potes. C'est du crime organisé à petite échelle, très adaptable, très mobile. Ainsi se dessine un portrait plus nuancé des Kuluna. Ce ne sont pas des démons nés de la dernière pluie, mais bien les produits d'un système qui les dépasse. Les Kuluna apparaissent comme des victimes d'un apartheid économique en RDC, ose écrire un observateur congolais. Le terme est fort, mais parle, la société congolaise, avec son injustice criante, fabrique ses propres bourreaux. En confisquant les richesses au profit d'une élite minoritaire, en négligeant l'éducation et l'emploi des jeunes, en laissant proliférer les bidonvilles sans espoir, l'État crée un environnement favorable à l'insécurité. Finalement, qui a créé les Kuluna? En grande partie, l'État congolais lui-même, par son incapacité à offrir un avenir à sa jeunesse. C'est ce que pense Frédéric, un ex-Kuluna de 25 ans. Sa voix tremble un peu quand il déclare, en français approximatif, « La rue m'a élevé parce que l'État n'a pas pu. Si j'avais eu une école, un boulot, jamais j'aurais pris la machette. » Mais cette triste genèse n'est qu'une facette de l'histoire. Car si la pauvreté et l'abandon ont fourni le vivier des Kuluna, d'autres forces plus sombres ont contribué à les façonner et à les rendre inarrêtables. Ces forces, on les trouve du côté des puissants. Dans les ruelles de Kinshasa, on dit souvent en lingala « Mabele ezali séverte, ba autorité de ezali lokuta ». Le sol n'est pas mauvais, ce sont les autorités qui sont pourries. Cette maxime populaire illustre bien l'amertume des Congolais vis-à-vis de leurs dirigeants. Car si les Kuluna prospèrent, c'est aussi parce que la loi et l'ordre ont failli. Pire, dans l'ombre, certains de ceux qui devraient protéger la population ont parfois utilisé les Kuluna à leur profit. Ce chapitre lève le voile sur les complicités, les corruptions et l'instrumentalisation politique qui ont permis aux gangs d'atteindre une telle impunité. Revenons un instant dans le bureau feutré d'un commissariat de Kinshasa. Un commandant de police moustachu feuillette nonchalamment un registre. Devant lui, une pauvre femme sanglote. Son fils de 19 ans s'est fait arrêter hier, accusé d'être un Kuluna. Elle supplie l'officier. « Libérez mon garçon, il est innocent, il était à la maison. » L'officier soupire. Puis, sans un mot, tend la main vers la mère éplorée. Elle comprend le message.
Si elle veut revoir son fils libre, il faudra payer. Une liasse de francs congolais changera discrètement de main. Le lendemain, le jeune suspect ressortira par la petite porte, dossier classé, sans suite. Et il retournera dans son quartier fanfaronné. Même la police ne peut rien contre moi. Cette scène, reproduite 1000 fois, est l'une des raisons pour lesquelles personne n'arrive à arrêter les Koulouna. La corruption gangrène tout le système. Les Koulouna transmis au parquet pour être jugés ne connaissent pas de suite satisfaisante, du fait que dans moins de 48 heures, les délinquants arrêtés circulent à nouveau dans les mêmes quartiers, déplore un rapport. Il suffit souvent de payer un pot de vin à un magistrat ou d'avoir un parrain haut placé pour échapper aux poursuites. Ainsi, des milliers de plaintes pour agression tombent dans l'oubli, faute d'enquête sérieuse. Et quand, par miracle, un Koulouna est condamné à de la prison ferme, cela ne change guère la donne. Les prisons congolaises sont des sièves, mal gardées, surpeuplées, elles connaissent des évasions régulières. Sans compter que, là-bas, les gangs continuent de faire la loi derrière les barreaux. Les conditions des centres pénitentiaires n'ont rien d'intimidant ou de rééducatif. Les Koulouna en sortent plus délinquants qu'avant, souligne un constat amer. Et la police dans tout ça? La police congolaise, censée être le rempart contre le crime, est tristement dépassée. Un constat sans appel. La police nationale congolaise est l'une des moins équipées d'Afrique centrale. Manque de véhicules, quelques pick-up déglingués pour toute une mégapole, manque d'essence, manque de radio, manque même de chaussures parfois. Le personnel est démotivé. Un policier congolais gagne une misère chaque mois, souvent payé en retard. Comment être zélé dans ces conditions? Beaucoup de policiers n'ont même pas de formation adéquate. La plupart des policiers n'ont pas fini l'école primaire et ne sont pas bien formés. Par ailleurs, il n'est pas exclu de retrouver parmi eux d'anciens Koulouna sans aucune déontologie. Le serpent se mord la queue, on intègre dans la police d'anciens voyous pour combler les effectifs, et ces brebis galeuses continuent leur magouille en uniforme. Pas étonnant alors que certains flics fraternisent avec les gangs. Conscients de cette complicité, les Koulouna n'ont aucune crainte de la police. Ils savent qu'ils sont des oiseaux du même plumage, affirme un rapport sans détour. La formule « oiseaux du même plumage » a fait florès à Kinshasa. Criminels et policiers. Même combat, soupire-t-on. Bien sûr, c'est une caricature. Il y a d'honnêtes policiers qui risquent leur vie tous les jours. Mais leur image est ternie par ces brebis galeuses et par l'inefficacité globale de l'institution. Il y a aussi cette rumeur tenace. Les commissariats louent les Koulouna pour faire le sale boulot. De quoi s'agit-il? De plusieurs choses. D'abord, certains officiers utiliseraient les gangs comme indiques ou exécutifs officieux. Un chef de gang peut fournir des informations sur un autre criminel en échange de la clémence pour sa bande. Parfois, il peut même rendre service à un commissaire en intimidant telle personne gênante. Ensuite, il y a la pratique du bureau 2 que mentionnent les Kinois. La police qui arrête un bandit, mais la nuit tombée, le fait sortir du cachot pour qu'il aille commettre des exactions, puis le réincarcère au petit matin comme si de rien n'était. On frôle le film noir, mais des témoignages laissent entendre que ce genre de collusion existe. Le gang et la police se renvoient à l'ascenseur, chacun profitant du chaos ambiant. Le dernier étage de cette pyramide de complicité, c'est la sphère politique elle-même. Et là, on touche le cœur du problème. Car les Koulouna n'auraient jamais prospéré sans la bénédiction tacite, voire active, de certains politiciens. C'est peut-être la révélation la plus troublante. Ceux qui aujourd'hui crient en haro sur les Koulouna sont parfois ceux qui, hier, les ont nourris dans le creux de leurs mains. Faisons un saut en arrière. Été 2006. La RD Congo organise ses premières élections libres depuis des décennies. L'espoir est immense, les tensions aussi. D'un côté, le président sortant, Joseph Kabila, fils du libérateur du pays, veut conserver le pouvoir. De l'autre, Jean-Pierre Bemba, riche homme d'affaires devenu opposant, galvanise ses partisans. Les deux camps sont au bord de l'affrontement armé. C'est dans ce contexte que les gangs de Kinshasa sont recrutés comme milices privées. Lors des élections de 2006, les forces soutenant Kabila et Bemba se sont affrontées, et les factions de Bemba avaient engagé des Koulouna comme combattants, leur donnant accès à des armes à feu, rapporte une étude. Oui, vous avez bien entendu,
Ces gamins des rues, armés jusque-là de machettes, auraient été embauchés par un candidat à la présidence pour faire la guerre. On leur a mis des fusils d'assaut entre les mains en échange de quelques billets. On les a lâchés dans la ville pour semer la pagaille. Le sang a coulé, et l'on devine que ces Koulouna en cravate, façon de parler, ont découvert un nouveau sentiment de puissance. 5 ans plus tard, élection de 2011. Rebelote, ou presque. Cette fois, Kabila est toujours au pouvoir et affronte une opposition fragmentée. Pendant les élections de 2011, les Koulouna auraient été recrutés par le parti du président Kabila pour semer la terreur parmi les Kinois et attaquer les rassemblements de l'opposition. Les rôles s'inversent. Ce sont les tenants du pouvoir qui utilisent les gangs comme casseurs et briseurs de manifestants. On distribue aux jeunes voyous des t-shirts à l'effigie du parti, quelques billets, peut-être une moto neuve pour les chefs, et on leur donne pour mission de tabasser les partisans adverses, saboter les meetings, intimider les électeurs. Des témoignages feront état de machettes neuves fournies par des politiciens, de liasses de francs distribuées dans les maisons des chefs de gang la veille d'une manifestation à disperser. À ce petit jeu cynique, tout le monde trouve son compte. Le pouvoir reste en place par la force, les Koulouna gagnent argent et immunité. En effet, comment la police pourrait-elle arrêter un gangster qui brandit la carte d'un parti au pouvoir? Cela ne s'est pas arrêté là. 2016 à 2018. Le second mandat de Kabila aurait dû finir en 2016, mais il s'accroche, repoussant les élections. L'opposition descend dans la rue pour exiger le départ du président. Qui trouve-t-on en face des manifestants, aux côtés des policiers anti-émeutes? Les Koulouna, encore eux. Entre 2016 et 2018, lors d'une campagne de l'opposition visant à forcer Kabila à organiser les élections, les gangs auraient été mobilisés par le parti au pouvoir et par la police anti-émeute, qui les ont utilisés comme auxiliaires. En clair, les autorités ont offert un statut officieux de miliciens supplétifs aux Koulouna. On leur a passé des uniformes civils, parfois même des brassards de la Ligue des jeunes du parti, et ils ont épaulé la police pour mater les protestations. Télescopage ironique. On demandait aux voyous de jouer les gendarmes pour cogner sur de simples manifestants. Ces éléments-là sont cruciaux, car ils expliquent la protection politique dont ont bénéficié les Koulouna pendant des années. Quand un gouverneur de province utilise les gangs pour garder son siège, il ne va certainement pas encourager la police à les pourchasser. Ainsi, le phénomène Koulouna bénéficie d'une forte protection politique et son démantèlement ne pourra pas être effectif sans une véritable volonté de ceux qui l'entretiennent, analyse lucidement un rapport. L'exemple cité est éloquent. Dans la province du Congo central, le gouverneur les aurait utilisés pour attaquer l'Assemblée provinciale et empêcher les députés de voter une motion contre lui. À Kinshasa, pareil. Ils sont utilisés pour perturber les revendications des syndicalistes et fonctionnaires quand celles-ci dérangent les leaders politiques. La classe politique congolaise, toutes tendances confondues, a donc sa part de responsabilité. En instrumentalisant les Koulouna à des fins électorales ou répressives, elle leur a conféré une sorte d'immunité officieuse. Un chef de gang arrêté? Il suffit d'un coup de fil d'un godfather du parti pour qu'on le libère. Les pressions politiques sont parfois exercées sur les officiers de police et magistrats instructeurs pour leur libération, reconnaît-on dans un document. On imagine la scène. Un ministre ou un député passe un coup de fil au commissaire. Ce garçon, relâchez-le, c'est notre Koulouna. Et le commissaire s'exécute, car sa carrière dépend de ses politiciens. Ainsi, pendant des années, la lutte anti-Koulouna a été sabotée de l'intérieur. Pas étonnant que toutes les opérations musclées, nous y venons au chapitre suivant, n'aient eu qu'un effet temporaire. La pieuvre était nourrie par les élites elles-mêmes. Dans ce jeu trouble, qui a créé les Koulouna? On peut désormais répondre, certes la misère les a engendrés, mais les politiciens les ont façonnés et renforcés. Si les gangs de Kinshasa étaient un incendie, la pauvreté a fourni l'étincelle, mais les calculs cyniques de certains dirigeants ont versé de l'essence sur le brasier. Pourquoi personne n'arrive à les arrêter? Parce que trop de complicité haut placée les protège, tout simplement. C'est une vérité dure à admettre pour la population, car elle implique que l'ennemi est aussi dans le camp de l'État. Un observateur congolais résume crûment « Les vrais criminels sont en costume-cravate, prétendant être des gens bien.
Les Kuluna sont les victimes des gouvernements successifs ratés. Cette phrase circule sur les réseaux. Real criminals in Sweets. Exagéré? Peut-être. Mais le sentiment est là. Le phénomène Kuluna est l'enfant monstrueux d'une société pourrie par la corruption. Et la loi, censée protéger les citoyens, a été impuissante, voire complice. Face à la montée du phénomène Kuluna, la population excédée a fini par exiger des comptes. Que fait le gouvernement? Protégez-nous, crièrent les Kinois dans les radios locales, dans les marches de protestation spontanées après chaque crime atroce. Au fil des ans, sous la pression populaire, les autorités ont dû réagir, du moins en apparence. Ce chapitre retrace les différentes opérations de lutte contre les Kuluna menées par l'État congolais. Des actions musclées, souvent controversées, parfois spectaculaires, mais qui jusqu'ici n'ont pas atteint l'objectif d'éradiquer ce fléau. Les premières mesures datent de la fin des années 2000. En 2009, le ministre de la Justice de l'époque, Emmanuel Luzolo Bambi, lance en fanfare l'opération Tolérance Zéro. L'intitulé est prometteur. Plus aucune indulgence pour les criminels. Dans les faits, Luzolo Bambi cible autant les délinquants en col blanc, corruption, que les gangs de rue. Pour ces derniers, il invente un concept. Juger les Kuluna en audience publique, sur les lieux de leurs crimes. L'idée est de faire un exemple. Par exemple, si un gang a terrorisé un marché, on installe un tribunal forain sur la place du marché, on y amène les prévenus sous bonne escorte, et le procès se tient devant la foule des commerçants et riverains en colère. La sentence est prononcée séance tenante, et immédiatement les coupables sont transférés dans une prison loin de Kinshasa, l'exil intérieur en quelque sorte. Cette méthode plaît au public, qui a enfin l'impression de voir la justice en action. On applaudit quand un Kuluna est expédié à Anjenga ou Kanyama Kasese pour y croupir. Tolérance zéro, hurlent les manchettes de journaux. Durant quelques mois, fin 2009 début 2010, les gangs baissent le ton. Mais Luzolo Bambi quitte le ministère en 2012 et son successeur abandonne l'offensive. Les Kuluna reprennent vite leurs activités. Première alerte. Sans suivi, une opération ponctuelle ne suffit pas. Puis vient la plus célèbre et la plus controversée, Opération Likofi. Likofi signifie coup de poing en lingala, et le nom est bien choisi. Le président Joseph Kabila en personne l'annonce en octobre 2013. Il promet de mettre fin à la criminalité des gangs à Kinshasa. Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2013, Likofi est lancé. C'est une opération de police d'une ampleur inédite. Des unités spéciales de la police, agissant de nuit, sont déployées dans toute la ville pour traquer les Kuluna. Officiellement, il s'agit d'arrêter les bandits pour les présenter à la justice. Officieusement, les autorités laissent entendre qu'il faut frapper fort pour rassurer la population excédée. Au début, beaucoup de Kinois applaudissent cette démonstration de force. Enfin, on va pouvoir dormir la nuit, pense-t-on. Les patrouilles sillonnent les quartiers chauds. Les Kuluna sont pris de panique. Certains se terrent, d'autres fuient Kinshasa pour se réfugier de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, ce qui incitera d'ailleurs le Congo voisin a lancé sa propre opération anti-Kuluna, nommée Mbata Yabakolo, début 2014. Mais très vite, Likofi vire au carnage illégal. Les témoignages qui remontent font froid dans le dos. Plutôt que des arrestations en bonne et due forme, on assiste à de véritables sommaires de jeunes dans les rues. Les policiers masqués ont traîné des présumés Kulunas hors de chez eux la nuit, sans mandat. Dans de nombreux cas, la police a abattu ces jeunes non armés devant leur famille ou leurs voisins, documente Human Rights Watch. Au moins 51 jeunes, parfois de simples adolescents de 14 à 17 ans, sont d'une à la tête ou dans le dos pendant les 3 mois qu'a duré l'opération. 34 autres disparaissent à jamais, emmenés par la police on ne sait où. On ne retrouvera jamais leur corps, mais un informateur affirmera qu'ils ont été exécutés secrètement et jetés dans le fleuve Congo, la nuit, pour ne pas laisser de traces. Certaines victimes n'avaient rien à voir avec les Kuluna. De malheureux Chégués, enfants des rues, ont été pris pour cible simplement parce qu'ils traînèrent dehors la nuit. Des règlements de compte personnels se sont greffés là-dessus.
tel voisin jaloux accuse tel jeune à tort d'être un Kuluna, la police abat sans vérification. Likofi a été un déchaînement de violences policières incontrôlées qui a durablement traumatisé Kinshasa. La ville, déjà terrifiée par les gangs, l'est devenue aussi par ses sauveurs en uniforme. On avait autant peur de croiser la police Likofi que de croiser les Kuluna, se rappelle un habitant. Certes, l'insécurité a baissé pendant l'opération. Les Kuluna restants s'étaient terrés comme des rats. Mais à quel prix? Human Rights Watch et l'ONU ont dénoncé ces exactions. En réaction, le gouvernement congolais a d'abord nié, puis expulsé purement et simplement le chef du bureau local des droits de l'homme de l'ONU qui avait osé publier un rapport. Likofi, c'était la démonstration que l'État pouvait être encore plus brutal que les bandits. Il fallait terroriser les terroristes, a justifié plus tard un officiel dans un cynisme glaçant. Pendant quelques années, le nom du général Célestin Kanyama, commandant de la police de Kinshasa et chef de Likofi, a inspiré autant de crainte que celui des pires caïds. Kanyama s'était vu affublé du surnom de « Esprit de mort ». Après Likofi 1, 2013 à 2014, il y a eu un Likofi 2 plus discret courant 2014, puis un Likofi 3 et 4, la dernière vague se situant entre mai et septembre 2018. À chaque fois, le même schéma. Quelques dizaines de Kuluna tués ou disparus, d'autres arrêtés, une accalmie de quelques mois, puis le phénomène repart de plus belle. En 2018, tout en menant Likofi 4, le gouvernement Kabila finit par reconnaître l'échec de cette approche purement répressive. Cela ne résout rien sur le long terme. Le mal est profond, on ne peut pas juste nettoyer la ville à coups de fusil. Les critiques fusent. La gestion politique, caractérisée par une répression violente, s'est soldée par un échec et des conséquences nuisibles, note un rapport d'experts en 2021. En effet, Likofi a peut-être même aggravé les choses. En démolissant des gangs, on a poussé les survivants à se réorganiser de façon plus clandestine. On a accru la haine contre la police, et surtout, on a creusé un fossé avec la jeunesse des quartiers qui a vu dans ces exécutions une injustice révoltante, puisque des innocents en ont pâti. Après 2018, un nouveau président est arrivé, Félix Tshisekedi, promettant une approche différente. L'heure était peut-être venue d'essayer autre chose que les armes. Mais entre-temps, les Kuluna n'ont pas chômé. Dès 2020, on signale une recrudescence des crimes violents dans Kinshasa. L'insécurité atteint un niveau pire encore qu'avant Likofi. Le spectre des Kuluna plane à nouveau sur chaque commune. Face à cet éternel recommencement, Félix Tshisekedi, dès son investiture en 2019, a compris qu'il lui faudrait innover. Plutôt que d'annihiler les Kuluna par la force, ce que ses prédécesseurs avaient tenté sans succès, il esquisse une idée originale. Pourquoi ne pas retourner ces énergies violentes vers quelque chose de constructif? Autrement dit, rééduquer les Kuluna, les arracher à la rue pour en faire des citoyens utiles. C'est une vision presque idéaliste, inspirée peut-être de modèles étrangers de déradicalisation d'anciens rebelles. Beaucoup étaient sceptiques. Ces microbes qu'on n'a pu mater qu'à coups de balle. Comment espérer les changer en braves garçons par la persuasion? Mais Tshisekedi tient à essayer. En 2020, il remet au goût du jour une vieille institution créée en 1997, le Service national. Officiellement, c'est un organisme paramilitaire d'encadrement civique rattaché à la présidence, destiné à inculquer aux jeunes la discipline, le patriotisme et à les former à des métiers. Dans les faits, le service national vivotait depuis des années, considéré comme un dépotoir sans moyens. Tshisekedi décide d'en faire l'outil de réinsertion des Kuluna. Au lieu de les exterminer, il préfère les affecter à des activités d'intérêt national, rapporte un média congolais. Il ordonne la multiplication de centres d'entraînement à travers le pays, dans des régions reculées, où l'on pourrait envoyer les jeunes délinquants loin de leur milieu d'origine, pour les casser, puis les reconstruire dans le droit chemin. Fin 2020, l'opération commence concrètement. Quelques centaines de Kuluna arrêtés lors de rafles policières sont embarqués manu militari dans des avions militaires en partance de Kinshasa. Leur destination: Kanyama Kasese, un camp du service national perdu dans la savane du Katanga, sud-est du pays.
à des milliers de kilomètres de la capitale. Sur place, l'armée les prend en charge. Commence alors une expérience unique de mini-service militaire pour délinquants. Le 24 mars 2023, une cérémonie se tient à Kanyama Kasese. Sous un soleil de plomb, une fanfare entonne un air martial. 1008 ex-Kuluna défilent en rang serré sur une piste poussiéreuse. Ils portent de fièrement l'uniforme bleu du service national, de grosses bottes jaunes aux pieds pour le cérémonial. Ces jeunes hommes, il y a encore 3 ans, semèrent la terreur dans Kinshasa. Aujourd'hui, ils marchent au pas, le regard fier, saluant la tribune des instructeurs militaires. Le général-major Jean-Pierre Kazongo Kabwik, commandant du service national, se tient raide comme un piquet pour recevoir le salut. « Peloton, halte, repos !» crie-t-il. Les rangs s'immobilisent. Ce sont d'anciens Kuluna, des gens qui ont troublé la quiétude de la population, mais nous les avons repris pour leur inculquer le civisme et les valeurs morales pour l'intérêt de la nation, explique fièrement l'officier. Dans la tribune modeste, quelques officiels applaudissent. On remet des diplômes aux recrues, maçons, menuisiers, agriculteurs, soudeurs. Durant leur séjour, ces jeunes ont appris un métier utile. Certains sont devenus maçons, d'autres menuisiers. Ils sont désormais agents du service national, rémunérés par le gouvernement, et seront déployés en dehors de leur milieu d'origine pour travailler sur différents chantiers de l'État, détaille le général Kabwik. En clair, ces ex-gangsters sont maintenant des ouvriers au service du pays, payés régulièrement et fiers de leur nouveau statut. Depuis novembre 2020, le programme a accueilli environ 2100 Kuluna intégrés et il en reste encore 1900 en formation dans d'autres sites. On les envoie bêcher des champs de maïs et de manioc appartenant à l'État, construire des écoles, réparer des ponts. Au service national, l'agriculture est une religion, dit-on. Les anciennes terreurs deviennent des paysans modèles, produisant de la nourriture vendue à bas prix aux familles de militaires et fonctionnaires. Les témoignages de réussite font chaud au cœur. Voici Elisabeth, une maman d'une 60aine d'années, habitant un quartier malfamé de Kinshasa. Son fils Étienne était un Kuluna notoire. Quand mon fils a été arrêté et envoyé dans le sud au service national, je pensais qu'il serait maltraité sans arrêt, raconte-t-elle, la voix tremblante. Puis un jour, je l'ai aperçu dans une vidéo. Il portait l'uniforme bleu et chantait l'hymne des bâtisseurs comme un militaire. C'était émouvant. Les larmes aux yeux, elle confie. Nous, parents et l'État, avions échoué à éduquer nos enfants, à les garder sous notre toit. Beaucoup d'amis de mon fils sont en prison aujourd'hui. D'autres ont été abattus par la police. Le service national a sauvé mon fils, il l'a transformé et rendu utile. On sent la fierté dans sa voix. Son garçon est redevenu quelqu'un de bien. Autre témoignage, Grâce, une jeune femme en robe jaune, bébé dans les bras, est venue jusqu'au camp de Miyabi, Kasaï oriental, où son compagnon est en formation. J'avais perdu espoir, je ne pensais pas qu'on se reverrait, confie-t-elle en essuyant une larme. Pendant 2 ans, il m'appelait juste de temps en temps. Puis il m'a demandé de venir ici le rejoindre. Il m'a dit qu'il travaille, qu'il est payé et prêt à prendre ses responsabilités. Il a payé mon transport et je suis là. Elle sourit, serrant leur enfant contre elle. Je vois qu'il a changé de caractère. Ce n'est plus la même personne, c'est un homme nouveau. C'est très émouvant. Le voilà devenu un homme, prenant ses responsabilités. Beaucoup d'anciens Kuluna ont fait venir leur famille sur les sites de réinsertion. Ces histoires sont encourageantes. Elles montrent qu'une porte de sortie est possible pour ces jeunes égarés. Cependant, tout n'est pas rose. Des organisations de défense des droits humains ont initialement critiqué la démarche. C'est une bonne initiative, mais juridiquement bancale, a pointé le président de l'ACH, Association congolaise pour l'accès à la justice. Il rappelle que normalement, on ne peut envoyer quelqu'un en camp de rééducation qu'après un jugement dûment prononcé. Or, dans bien des cas, ces Kuluna ont été expédiés au camp sans procès, sur simple décision administrative. C'est un raccourci dangereux, même si la législation est obsolète, estime l'avocat. En gros, on contourne la justice faute de moyens, ce qui peut créer un précédent discutable.
Un ancien procureur de Kinshasa renchérit: les prisons sont pleines de délinquants non jugés. Les raccourcis politiques sont productifs et ne posent pas de problème, tant que c'est pour pallier les faiblesses et préserver la quiétude publique. Mais tout serait remis en cause si cela devenait une menace pour la sécurité. Il appelle, comme d'autres, à légiférer pour encadrer ces pratiques. Malgré ces réserves, le programme de réinsertion du service national a prouvé son efficacité à court terme. Il a arraché plus de 2000 jeunes à la violence et les a rendus utiles à la société. En bonus, il a augmenté la production agricole locale et construit des infrastructures. Surtout, il a eu un impact psychologique. Il a montré aux Kuluna, restés à Kinshasa, qu'il existait une alternative à la mort ou à la prison. Certains redoutent d'être envoyés dans ces camps au fin fond du pays. La séparation d'avec la ville est vécue comme un exil, mais d'autres en viendraient presque à le souhaiter en voyant leurs camarades en ressortir grandis. Alors, rééduquer ou exécuter? Telle est la question qui s'est posée au tournant de 2024 à 2025. Pendant un temps, la voie de la réinsertion semblait tracée. Mais une conjonction de facteurs a fait basculer la balance du mauvais côté. D'abord, la pression populaire pour plus de sécurité n'a fait que croître. 2023 a été une année électorale sous tension, encore une. Et l'insécurité urbaine est devenue un enjeu politique majeur. Il y a eu des meurtres populeux très médiatisés, des kidnappings express commis par des bandes se réclamant Kuluna. Par exemple, en novembre 2023, la police de Kinshasa a présenté en grande pompe 540 présumés Kuluna arrêtés dans une vaste rafle, accusés de meurtre, braquage et même d'enlèvement. On s'est aperçu que les gangs évoluent, certains se muant en réseau de kidnapping contre rançon. La population affolée a commencé à dire tout haut: trop c'est trop, il faut en finir avec ces bandits, qu'on les tue. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milices d'autodéfense de citoyens ont même commencé à voir le jour dans certains quartiers, prêtes à lyncher du voyou. C'est dans ce climat qu'un homme comme Constant Mutamba, nommé ministre de la Justice en mai 2024, entre en jeu. Mutamba est un dur, un hasta la vista, comme on dit localement. Il a tout de suite affiché son intransigeance totale vis-à-vis des gangs. Le 3 décembre 2024, il déclare sans embâche sur Radio Okapi: nous allons appliquer la peine de mort contre les Kuluna. Tous ceux qui seront attrapés, jugés et condamnés pour terrorisme seront exécutés. Il qualifie les actes des Kuluna de terrorisme, n'hésitant pas à durcir la terminologie pour justifier les peines capitales. Dans la foulée, il annonce l'opération Ndobo, mot lingala signifiant hameçon ou crochet. Il s'agit d'une version civile de l'ICOFI, non pas abattre les bandits sur place, mais les attraper pour les juger en masse, publiquement, et les envoyer dans le couloir de la mort en un temps record. C'est une opération destinée à juguler le grand banditisme urbain à Kinshasa et dans les autres grandes villes, explique Mutamba. Effectivement, fin 2024, l'opération Ndobo s'étend à plusieurs provinces. Des centaines d'arrestations à Matadi, Lubumbashi, Kisangani. Mais Kinshasa reste le théâtre principal. Les chiffres de l'opération Ndobo donnent le vertige. En un mois, plus de 1400 suspects sont arrêtés rien qu'à Kinshasa. Les tribunaux sont submergés. On organise des procès collectifs de dizaines de prévenus à la fois. Des audiences en plein air parfois, comme du temps de tolérance zéro. Les juges, souvent des magistrats militaires, ce qui pose question pour juger des civils, mais l'état d'urgence latent justifie tout, prononcent des condamnations exemplaires à la chaîne. On compte rapidement des douzaines de Kuluna envoyés dans le couloir de la mort. Les autorités fanfaronnent à la télévision. Voyez, les tribunaux populaires ont déjà condamné 3 gangs entiers à la peine capitale. Et en effet, on transfère par avion plusieurs contingents de condamnés vers la prison d'Anjenga, tristement célèbre, qui devient le couloir de la mort des Kuluna. La suite, nous la connaissons. Début janvier 2025, Mutamba annonce que 2 vagues d'exécutions ont été effectuées sur ces détenus. 102 personnes mordues, si l'on le croit. L'émoi international est immédiat. L'ONG Amnesty International parle de horreur absolue et implore de stopper ce retour de la peine capitale. Des doutes émergent. L'information de ces pendaisons est-elle fiable?
Ou s'agit-il d'une communication musclée pour effrayer les bandits, sans exécution réelle derrière? Au Congo, les rumeurs vont bon train. Finalement, le président Tshisekedi en personne calme le jeu. S'agissant par ailleurs de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. Ce couac institutionnel reflète l'hésitation du pays sur la stratégie à adopter. D'un côté, une ligne dure incarnée par Mutamba. Frapper, punir, tuer s'il le faut, pour satisfaire un peuple excédé et envoyer un message de terreur aux criminels. De l'autre, une ligne plus souple qu'avait esquissée Tshisekedi avec la réinsertion. Donner une chance, réformer en profondeur, traiter le mal à la racine. Entre les deux, le gouvernement a semblé osciller. En pratique, début 2025, l'option punitive a pris le dessus, du moins dans le discours, car c'était électoralement payant de se montrer intraitable. Vous devez terroriser les terroristes qui déstabilisent notre pays, a même déclaré le Premier ministre pour justifier les condamnations à mort. Quitte à brandir la corde sans forcément la tirer, l'essentiel était que les Kuluna aient peur à leur tour. Pour l'instant, l'effet est là. Les gangs de Kinshasa se terrent à nouveau, comme à l'époque de l'Ikofi. Les forces de l'ordre se félicitent de la baisse de la criminalité depuis le lancement d'opération Ndobo, fin 2024. Mais beaucoup d'observateurs sont sceptiques sur la durabilité de cette accalmie. Si on ne traite pas la pauvreté, le chômage et l'exclusion qui contribuent au crime, ça repartira, avertit un activiste des droits humains. D'ailleurs, la société congolaise reste divisée sur cette peine de mort. Plusieurs députés ont publiquement pris position contre l'exécution des Kuluna, prônant à la place la voie de la rééducation et réinsertion dans la société. Ils rappellent que ce qui a marché pour certains, le service national, pourrait être généralisé au lieu de la solution finale irréversible. Le débat est donc ouvert. La peur doit-elle changer de camp pour de bon, quitte à rouvrir des chambres d'exécution closes depuis 20 ans? Ou faut-il investir dans la jeunesse, même délinquante, et lui tendre la main plutôt que la gâchette? Le destin des Kuluna oscille entre ces deux extrêmes. Et la réponse à ce dilemme sera cruciale pour l'avenir du Congo urbain. Au bout de ce voyage, la réponse claque comme une gifle. Les Kuluna ne sont pas tombés du ciel, nous les avons fabriqués. La misère qui étouffe, les familles fracassées, la violence héritée des guerres, l'impunité maquillée en justice, la politique qui, trop souvent, graissait la machette au lieu de la briser. Tant qu'on s'acharne sur les symptômes, rafle, pandémie brandie comme menace, opération coup de poing, la fièvre baisse un soir et remonte le lendemain parce que l'infection reste là. Chômage massif, écoles à genoux, commissariats corrompus, parrains en costume. Voilà pourquoi personne n'arrive à les arrêter durablement. Et toi, moi, nous tous. On a fermé les yeux, payé la taxe de survie, laissé des enfants dormir dehors, puis on s'étonne de les voir revenir avec une lame. Alors on fait quoi? On coupe les racines. Emploi, éducation, rues éclairées et nommées, police payée et formée, juge incorruptible, fin des protections politiques. Fermeté, oui, mais légale, transparente, égale pour tous. Et main tendue à ceux qui peuvent encore revenir. Sauver les enfants pour sauver le Congo, sinon la ville continuera d'élever ses bourreaux. Souviens-toi, derrière chaque Kuluna, il y a un gamin qu'on n'a pas regardé à temps. Arrêter les Kuluna, ce n'est pas être quelques adolescents de plus. C'est changer le système qui les produit. Si on s'y met vraiment, la machette cessera d'être un destin. Sinon demain, on comptera encore nos morts et on jurera, la bouche pleine de cendres, qu'on n'a rien compris.